Bonjour, donc nous voilà encore pour un nouveau cours qui va s'intituler Insuffisance cardiaque. Je vais le faire sous forme de TD, de travail dirigé, et le cours complet en PDF vous a été posté déjà. Donc, je définis d'abord l'insuffisance cardiaque. Je vous ai déjà dit au cours précédent et aux différents cours que la fonction principale du cœur, c'est d'assurer un débit cardiaque. En fait, c'est la fonction contractile. Donc, le but est d'assurer un débit cardiaque correct. Alors, c'est quoi l'insuffisance cardiaque? C'est quand le cœur, justement, est dans l'incapacité d'assurer dans des conditions normales, on ne parle pas de conditions non physiologiques, c'est quand le cœur est incapable d'assurer un débit sanguin nécessaire aux besoins métaboliques et fonctionnels des différents organes. Cette définition regroupe des étiologies, des mécanismes physiopathologiques et des expressions cliniques diverses qu'on va voir en détail au fur et à mesure du cours. Elle constitue l'aboutissement terminal de la plupart des maladies cardiaques à l'issue de leur évolution. Donc sachez que toute pathologie cardiaque, qu'elle soit valvulaire, l'hypertension artérielle, la pathologie coronaire, les troubles du rythme, etc., quand c'est mal pris en charge ou c'est pris en charge en retard, peuvent évoluer vers une insuffisance cardiaque. D'abord un rappel, rappelez-vous d'hémodynamique cardiaque. Donc une hémodynamique cardiaque normale, donc c'est deux phases, une diastole et une systole. Pendant la diastole, c'est le remplissage ventriculaire. Pendant la systole, c'est l'éjection. Alors la diastole, elle commence d'abord, c'est le remplissage rapide initial, rappelez-vous. Il se fait grâce au gradient de pression. Et puis après, vous avez le remplissage lent et puis le remplissage actif qui se fait grâce à la contraction de l'oreillette. Et cette dernière, on vous l'a dit dans les cours troubles du rythme, lors d'une fibrillation atriale par exemple, cette phase de remplissage actif va disparaître et donc ça va avoir des conséquences hémodynamiques et autres. Puis après, vous avez la systole. La systole, donc pour qu'il y ait elle commence par une contraction isovolumétrique. Quel est son rôle et quel est son but? Le but de la contraction isovolumétrique est de ramener la pression intraventriculaire en pression supra-aortique de manière à permettre d'abord une ouverture des sigmoïdes aortiques, mais surtout d'éviter le reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche, parce que s'il y a un gradient de pression contraire, il va y avoir un reflux. Il va y avoir la systole, c'est l'éjection, et puis après va démarrer la diastole, la première phase de la diastole, qui est la relaxation isovolumétrique. Isovolumétrique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pareil en fait dans les deux phases, contraction et relaxation isovolumétrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modification de volume, ça veut dire que les deux valves auriculo-ventriculaires et ventriculo-artérielles s'enfermer et donc il va y avoir ici une relaxation. Et quel est le but de la relaxation isovolumétrique? C'est de baisser les pressions intraventriculaires au-dessous des pressions de l'oreillette gauche pour permettre le remplissage OG-VG et non reflux VG-OG s'il n'y avait pas cette phase ou alors cette phase est altérée. Alors, toujours dans le rappel, quels sont les facteurs déterminants du débit cardiaque? Donc, pour avoir un débit cardiaque correct, il faut avoir un volume d'éjection systolique dans les normes, il faut avoir une fréquence cardiaque aussi qui ne soit pas dans les valeurs pathologiques. À l'état physiologique, le débit cardiaque est égal à 5 plus ou moins 1 litre par minute. Ce qui est bien par contre, c'est que le débit cardiaque, il faut toujours l'indexer parce qu'en fonction du poids et de la surface corporelle, celui-ci va varier. Ainsi, la valeur normale du débit cardiaque indexé est de 3,3 plus ou moins 0,3 litres par minute par mètre carré. Toujours en rappel, c'est quoi la fonction cardiaque? Donc, vous avez la fonction inotrope, c'est la systole, et la fonction lusitrope, c'est la relaxation, c'est la diastole. Donc, j'avais dit déjà tout à l'heure que pendant la systole, c'est la contraction, donc c'est l'éjection.
La diastole, c'est le remplissage. Et vous allez voir au fur et à mesure du cours qu'il y a certaines pathologies qui touchent uniquement la phase de remplissage. Il y a d'autres qui touchent les deux phases, aussi bien le remplissage que la contraction. Quand la contraction est touchée, même le remplissage et même la fonction en diastole, la fonction myocardique en diastole sera touchée. Donc, c'est quoi les conditions de charge? Donc, pour qu'il y ait un bon remplissage et une bonne éjection, il faut que la précharge soit dans les normes et qu'il n'y ait pas aussi une augmentation de la post-charge qui va constituer une résistance à l'éjection ventriculaire gauche. La précharge, c'est quoi? C'est tout ce qui va contribuer au remplissage ventriculaire gauche. Donc, quand est-ce qu'on va avoir une augmentation de la précharge? C'est lorsqu'on a une augmentation du travail du myocarde. Donc, plutôt, l'augmentation de la précharge va entraîner une augmentation du travail du myocarde. De toute façon, c'est la même chose pour l'augmentation de la post-charge. Alors, qui c'est qui est à l'origine de l'augmentation de la précharge? C'est à chaque fois que vous augmentez la volémie. À chaque fois que vous avez une rétention hydrosodée, c'est pareil, en fait, on va augmenter la volémie. Quand est-ce qu'on diminue la précharge? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une hypovolémie, c'est-à-dire iatrogène à cause des diurétiques, ou alors un saignement, une déshydratation, etc. Pour la post-charge, donc quand est-ce qu'on augmente, quelles sont les situations qui augmentent la post-charge? C'est à chaque fois qu'il y a une vasoconstriction ou alors une hypertension artérielle. Donc ça va entraîner une augmentation, une résistance à l'éjection ventriculaire gauche. Quand est-ce qu'on diminue? Pour diminuer la précharge, on a une façon de diminuer la précharge, c'est de donner des vasodilatateurs plutôt artériels ou mixtes. Alors, quand il y a une insuffisance cardiaque, vous allez avoir une diminution du débit cardiaque. Alors, si l'insuffisance cardiaque est d'installation chronique, elle n'est pas d'installation aiguë, comme toute pathologie qui s'installe de façon chronique, vous allez avoir des mécanismes compensateurs. Alors, ces mécanismes compensateurs sont hémodynamiques et humoraux. Alors, regardez, donc quand vous avez une diminution du débit cardiaque, donc il va y avoir une diminution de la pression donc au niveau cérébral, et donc vous avez le glomus carotidien qui va détecter cette baisse de la pression artérielle, et comme réaction, il va y avoir une stimulation du système sympathique. La stimulation du système sympathique, vous savez c'est quoi? Vous l'avez déjà étudié. Il va avoir comme conséquence une augmentation de la fréquence cardiaque, une vasoconstriction, une augmentation du retour veineux. Donc vous imaginez que tout ça, rappelez-vous, le débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique fois fréquence cardiaque, et la tension artérielle est égale au débit cardiaque fois les résistances vasculaires périphériques. Donc, regardez, les trois composants de la tension artérielle vont augmenter. Et donc, in fine, on va avoir une augmentation de la post-charge et de la pré-charge. Par ailleurs, quand vous avez une insuffisance cardiaque et une diminution du débit cardiaque, qui est la conséquence de l'insuffisance cardiaque, vous avez une diminution du débit sanguin rénal. Il va y avoir une stimulation du système rénine-angiotensin-aldostérone, et vous allez, donc le système rénine-angiotensin-aldostérone, lorsqu'il est stimulé, il va avoir une formation de l'angiotensine 2 qui est un puissant vasoconstricteur. Il va y avoir de la rétention hydrosodée, donc ça va augmenter les résistances périphériques et le volume d'éjection systolique. Donc, in fine, pareil, augmentation de la post-charge et de la pré-charge, mais la tension artérielle va être à peu près correcte, et donc le malade peut rester en phase d'insuffisance cardiaque compensée. Par ailleurs, l'insuffisance cardiaque, comme il va y avoir un résidu post-télésystolique, il va y avoir une augmentation du volume télédiastolique. L'augmentation du volume télédiastolique va dilater le ventricule gauche, donc selon la loi de Starling, il va y avoir une augmentation donc il va y avoir une augmentation de l'éjection, de la contraction. Donc, or, dans l'insuffisance cardiaque, vous avez une diminution de la contractilité myocardique. Donc, tout ça, en fait, va contribuer à augmenter le travail cardiaque, à entraîner une augmentation de la consommation en oxygène.
De plus, vous avez une fréquence cardiaque qui augmente, donc on ralentit la diastole. En ralentissant la diastole, on diminue le temps de remplissage coronaire qui, rappelez-vous, se fait pendant la diastole. Et donc, tout ça va contribuer à augmenter le travail cardiaque, à diminuer le remplissage coronaire. Donc, il va y avoir un déséquilibre entre les besoins et les apports. Et ce mécanisme compensateur ne sera pas indéfini. À un moment donné, tous ces mécanismes vont être beaucoup plus délétères qu'utiles et le malade va être en insuffisance cardiaque décompensée, c'est-à-dire il sera en tachycardie, il va avoir des œdèmes parce qu'il y a de la rétention hydrosodée, il va avoir tous les méfaits d'une vasoconstriction, donc une pâleur, une fatigue musculaire, une amyotrophie avec le temps, etc., etc. Alors, la classification de l'insuffisance cardiaque droite, il y a plusieurs façons de classer l'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance cardiaque, pardon. Donc, vous avez l'insuffisance cardiaque droite et l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, l'insuffisance cardiaque gauche, c'est une atteinte du ventricule gauche et l'insuffisance cardiaque droite, c'est une atteinte de la circulation pulmonaire qui va retentir donc sur le ventricule droit et après ça va finir par être une altération de la fonction ventriculaire droite. Il y a juste quelque chose, je dois attirer votre attention. Quand on parle d'insuffisance cardiaque droite, on peut avoir une insuffisance ventriculaire, plutôt insuffisance cardiaque gauche. On peut parler d'insuffisance ventriculaire gauche et d'insuffisance cardiaque gauche. Donc, si je trace un ensemble, l'insuffisance ventriculaire gauche va appartenir à l'insuffisance cardiaque gauche, mais c'est pas le cas. L'inverse n'est pas valide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a des malades qui ont une insuffisance cardiaque gauche sans avoir d'altération de la fonction ventriculaire gauche. Un exemple, le rétrécissement mitral. Vous avez tous les signes d'une insuffisance cardiaque gauche, un OAP, donc une augmentation de la précharge, de l'œdème pulmonaire, etc., alors que la fonction ventriculaire gauche est correcte. Donc, insuffisance cardiaque gauche, c'est pas toujours une insuffisance ventriculaire gauche. Alors, quand il y a une atteinte biventriculaire, ça sera une insuffisance cardiaque globale qui va être congestive. Alors, une autre façon de classer l'insuffisance cardiaque, c'est selon leur mécanisme d'installation. Ainsi, vous avez l'insuffisance cardiaque aiguë et l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, l'insuffisance cardiaque aiguë peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque chronique et l'insuffisance cardiaque chronique peut être grevée d'épisodes d'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, comment s'exprime sur le plan clinique l'insuffisance cardiaque aiguë? En fonction de la gravité, ça peut être une dyspnée sévère, voire un OAP, voire un OAP avec choc cardiogénique. Alors, on peut avoir une insuffisance cardiaque droite aiguë, donc il ne va pas y avoir d'OAP puisque le poumon il sera protégé, donc ce sera un cœur pulmonaire aigu. Et on peut avoir une insuffisance cardiaque gauche aiguë, donc on va avoir plutôt de l'œdème pulmonaire. Pour l'insuffisance cardiaque chronique, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est là que les mécanismes compensateurs vont être mis en branle, alors que là, ils n'ont pas eu le temps de s'installer. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de la dyspnée progressivement croissante, il va y avoir des œdèmes des membres inférieurs, d'abord déclive, puis des épanchements pleurales, une ascite, etc. Et bien sûr, une perturbation électrocardiographique, et on posera le diagnostic aussi de sévérité et à l'échocardiographie, même aussi le diagnostic étiologique. Alors, on classe l'insuffisance cardiaque selon la classification de la NYHA. C'est une classification clinique. Alors, la classe 1, c'est le patient qui a aucun symptôme, même à l'effort. La classe 2, c'est des malades qui ont des symptômes à l'effort, mais au repos, il n'y a pas de symptômes. La classe 3, c'est une limitation marquée de l'activité physique, c'est-à-dire que le malade va avoir de la dyspnée, même lors des efforts qui sont de la vie quotidienne, comme s'habiller, se déshabiller, prendre une douche, etc. La classe 4, c'est le malade qui a une orthopnée, donc c'est des symptômes même au repos.
Alors, une autre façon aussi de classer l'insuffisance cardiaque, c'est de la classer en insuffisance cardiaque systolique et insuffisance cardiaque diastolique. En fait, cette dénomination, elle est plus didactique, elle n'est plus utilisée. Maintenant, on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse pour l'insuffisance cardiaque systolique et d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée pour l'insuffisance cardiaque diastolique. Donc, insuffisance cardiaque à FE basse, c'est l'insuffisance cardiaque systolique. Insuffisance cardiaque à FE préservée, c'est quand la contractilité justement est préservée. Dans ce cas, c'est plutôt le remplissage qui est altéré. Les étiologies de l'insuffisance cardiaque. Vous avez l'insuffisance cardiaque gauche. On peut les classer en 3 grands groupes. Le premier grand groupe, c'est quand vous avez une surcharge mécanique, c'est-à-dire soit une surcharge volumétrique, soit une surcharge barométrique, c'est-à-dire soit on augmente la post-charge ventriculaire, soit on augmente la pré-charge ventriculaire. Donc, quelles sont les pathologies qui augmentent la post-charge? Donc, c'est toutes les pathologies qui vont augmenter la résistance à l'éjection ventriculaire gauche. Un barrage valvulaire aortique, une hypertension artérielle, une coarctation de l'aorte. Après, vous avez les surcharges volumétriques, c'est la fuite mitrale, la fuite aortique, les shunts, donc gauche 3, plutôt comme la CIV, la persistance du canal artériel et toutes les pathologies qui donnent des hyperdébies comme les hyperthyroïdies, les fistules et les anémies. Une autre rubrique d'insuffisance cardiaque gauche, vous allez voir, c'est à peu près, il y a une correspondance avec l'insuffisance cardiaque droite, c'est vous avez les altérations du myocarde, donc c'est les pathologies qui touchent le myocarde. Alors, les pathologies qui touchent le myocarde, dans la pathologie la plus fréquente, c'est les conséquences des cardiopathies ischémiques quand elles sont mal prises en charge ou prises en charge tardivement. Et comme parfois, il y a des récidives aussi ischémiques, etc. Donc, vous avez les cardiomyopathies dilatées, les myocardites d'origine virale, d'origine toxique, etc. Et vous avez les surcharges telles que l'hémochromatose, l'amylose. Après, vous avez une autre rubrique aussi, c'est les gènes au remplissage ventriculaire gauche. C'est quoi les gènes au remplissage ventriculaire gauche? Donc, vous avez la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiomyopathie restrictive et le rétrécissement mitral. Donc, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour un malade qui va avoir de l'insuffisance cardiaque gauche sans atteinte ventriculaire gauche. C'est le cas de la CMH avant qu'elle soit au stade de dilatation et le cas du rétrécissement mitral. Pour l'insuffisance cardiaque droite, c'est pareil. Donc, vous avez les trois mêmes rubriques. Donc, vous avez la surcharge mécanique, l'altération du myocarde et les gènes au remplissage du ventricule gauche. La surcharge mécanique, comme tout à l'heure, pareil, les surcharges de pression ou surcharge barométrique, augmentation de la post-charge. Donc, vous avez comme étiologie, le rétrécissement pulmonaire, valvulaire, sous-valvulaire, susvalvulaire ou une association, et toutes les affections qui sont à l'origine d'une hypertension artérielle pulmonaire. Vous avez les surcharges volumétriques. Les surcharges volumétriques, c'est l'insuffisance tricuspide, l'insuffisance pulmonaire et les shunts. L'altération du myocarde, vous avez l'infarctus du ventricule droit, les cardiomyopathies dilatées qui touchent aussi le ventricule droit et les maladies spécifiques du myocarde. Les gènes au remplissage, vous avez la diastolie, c'est le cas de la péricardite, qu'elle soit tamponnade avec épanchement, donc une tamponnade, ou alors péricardite constrictive, où c'est plutôt de la fibrose. Et vous avez le rétrécissement tricuspidien, c'est pareil, c'est le même principe que pour le rétrécissement mitral. Comment on pose le diagnostic de l'insuffisance ventriculaire gauche? C'est un diagnostic qui est clinique. Alors, c'est le maître symptôme. Donc, quel est le symptôme principal? C'est la dyspnée d'effort. Pourquoi? Parce que vous avez une augmentation de la post-charge, donc une augmentation des pressions pulmonaires, une gêne à la respiration, donc une dyspnée, qui d'abord est à l'effort, puis à des efforts quotidiens, puis au stade d'insuffisance cardiaque décompensée, vous allez avoir une orthopnée ou alors une insuffisance cardiaque, plutôt une dyspnée de repos. C'est selon la classification de la
A-N-Y-H-A dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous classez votre patient. Pourquoi c'est bien de les classer? Pour deux raisons. D'abord, pour évaluer la sévérité. Quand vous présentez un malade, vous allez dire classe 3, classe 4, donc votre interlocuteur comprend quelle est la sévérité, et surtout pour le suivi, pour voir est-ce que le malade s'est amélioré, est en train de s'aggraver. Donc un malade qui passe de la classe 3 à la classe 2, ça veut dire qu'il s'améliore, mais celui qui passe de la classe 2 à la classe 3, ça veut dire qu'il est en train de s'aggraver. Alors, la dyspnée paroxystique, le plus souvent, elle est nocturne avec orthopnée. Pourquoi nocturne? Parce que c'est au moment où le malade est allongé, vous augmentez le retour veineux. En augmentant le retour veineux, on augmente la précharge, donc on augmente les pressions de remplissage ventriculaire et donc on augmente la pression pulmonaire. On va créer d'abord une hyperpression, donc par déséquilibre entre la pression hydrostatique et la pression aquatique en faveur de l'augmentation de la pression hydrostatique dans ce cas-là. Et secondairement, il va y avoir un œdème pulmonaire lorsque la pression hydrostatique est à des valeurs très importantes. Donc ça commence d'abord par des crises de dyspnée aiguë, angoissantes. Après, vous avez le grésillement laryngé et ça devient une expectoration mousseuse. Ça veut dire qu'il y a extravasation de liquide dans les alvéoles qui va devenir rosé lorsqu'il va y avoir même des globules rouges qui vont être extravasés, rouges, rosés et saumonés. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la loi de la gravité. Donc, il faut mettre le malade en position assise pour justement diminuer ce retour veineux, pour justement diminuer les pressions pulmonaires. Évidemment, ce patient va avoir une tachycardie. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est le premier mécanisme compensateur. La cyanose et le tirage sont dus à la gêne respiratoire par inondation alvéolaire. C'est un accident qui est grave, il faut le prendre en charge en urgence et de façon intensive parce que sinon ça va devenir un OAP suffocant et avec insuffisance respiratoire et décès. Après, on a les œdèmes pulmonaires subaigus. C'est pas le tableau typique, mais il faut traiter l'étiologie, il faut traiter le patient à ce stade-là pour ne pas justement avoir à prendre en charge des malades dans des stades plutôt graves et dramatiques avec des résultats qui peuvent parfois être pas très intéressants. Alors, à l'auscultation, le malade en insuffisance cardiaque, bien sûr, en fonction de l'étiologie sous-jacente. S'il a un rythme mitral, vous allez avoir un roulement diastolique. S'il a une insuffisance aortique, vous allez avoir un souffle diastolique et tout. Mais là, ce que je vous donne ici, c'est les signes qui sont plutôt présents, quelle que soit l'étiologie. Donc, chez ces malades-là, lorsque vous avez une insuffisance cardiaque, surtout avec altération de la fonction ventriculaire, donc une insuffisance ventriculaire gauche, on va avoir une tachycardie avec un rythme de galop, donc qui peut être présystolique ou protodiastolique. C'est le B3 et le B4, comme on vous l'a appris en sémiologie. On peut retrouver aussi un souffle d'insuffisance mitrale, même si le malade n'a pas d'insuffisance de valvulopathie sous-jacente, elle exprime la dilatation de l'anneau mitral, donc une gêne à l'étanchéité, un défaut d'étanchéité de la valve mitrale qui va créer une insuffisance mitrale. Le pouls est rapide, je vous ai dit que la tachycardie c'est le premier mécanisme compensateur. Dans ce cas-là, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'en cas de fibrillation atriale, le remplissage actif est altéré. Donc, imaginez ce malade qui est déjà en insuffisance cardiaque, vous lui rajoutez un passage en fibrillation atriale, donc il perd sa systole auriculaire, donc il va y avoir un résidu très important dans l'oreillette gauche à la fin de la diastole. Ce résidu va forcément retentir en amont dans les veines pulmonaires, puis dans le poumon, et c'est ça qui va aggraver l'insuffisance cardiaque, les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Alors, à la radio du thorax, on va avoir tous les signes en fonction de la sévérité, les signes de l'insuffisance, donc de la surcharge pulmonaire. Vous avez une scissurite, vous avez donc des opacités hétérogènes à la base parce que le malade, si on le met en position assise, je vous ai dit la déclivité, P égale mg.
Alors ici, on a des lignes de Curley, donc c'est des signes aussi de surcharge, d'augmentation d'œdème pulmonaire. Là, vous avez les images typiques dont on vous a parlé. Ici, regardez, le cœur est petit avec une oreille gauche qui est dilatée. C'est la silhouette mitrale. Et dans ce cas, comme le cœur n'est pas très dilaté, l'oreillette n'est pas très dilatée, donc c'est un rétrécissement mitral type Galavardin, comme on vous l'a dit dans le cours. Donc c'est un rétrécissement mitral avec une oreillette gauche qui n'a pas eu le temps de se dilater d'installation rapide. Donc il va y avoir un retentissement très rapidement sur le poumon, c'est ce qu'on appelle un rétrécissement mitro-œdémateux. Donc ici, c'est une insuffisance cardiaque gauche sans insuffisance ventriculaire gauche. Regardez, le ventricule gauche n'est pas dilaté ni hypertrophié. Et c'est des images donc d'opacité parahilaire, c'est ce qu'on appelle les images en aile de papillon. La périphérie est plutôt respectée. Alors, pareil ici, regardez la scissurite, on la voit bien. On voit la dilatation. Ici, le cœur est gros. C'est vrai qu'on n'a pas toute l'image, mais c'était juste pour se focaliser sur la scissurite. La dilatation des troncs de l'artère pulmonaire, donc augmentation de la précharge. À l'électrocardiogramme, donc on fonctionne toujours en fonction de l'étiologie. On va avoir une tachycardie sinusale qui est présente tout le temps. Après, en fonction de l'étiologie, on va avoir énormément de signes. On peut avoir un trouble de l'excitabilité, on peut avoir une hypertrophie ventriculaire gauche s'il s'agit d'un hypertendu, d'un rétrécissement aortique, d'une coarctation de l'aorte. On peut avoir des troubles du rythme ventriculaire si c'est une cardiomyopathie ischémique dilatée ou un infarctus du myocarde. On peut avoir des signes de nécrose myocardique. Ici, on vous a mis l'image d'une surcharge diastolique et d'une surcharge systolique. Le cours vous a déjà été fait sur les hypertrophies cavitaires. Ici, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique. Ici, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique, donc surcharge, conséquence d'une surcharge barométrique, conséquence d'une surcharge volumétrique. Alors, pour l'insuffisance cardiaque droite, vous avez évidemment, quand il y a une insuffisance cardiaque droite, donc il va y avoir un retentissement en amont du ventricule droit. Qu'est-ce qui est en amont du ventricule droit? C'est les veines sus-hépatiques et le foie. Donc, la première des choses dont va se plaindre le patient, ça va être une pesanteur gastrique, d'abord postprandiale par surcharge volumique du foie, puis vous allez avoir des hépatalgies, et c'est donc à l'examen physique, vous allez avoir les signes d'un foie cardiaque. Rappelez-vous, en sémiologie, on vous a fait ça. Les caractéristiques cliniques à l'examen physique d'un foie cardiaque, c'est que c'est un foie qui est douloureux, sensible, voire douloureux à la palpation. Le bord inférieur est lisse, il est mousse, avec reflux hépato-jugulaire. Il peut y avoir un stade plus avancé, une turgescence spontanée des jugulaires et voire des œdèmes des membres inférieurs, une ascite, un épanchement pleural, donc des œdèmes des membres inférieurs qui vont traduire une rétention hydrosodée très importante. Donc ils n'ont pas longtemps évolué, ils seront lents, mous, indolores, mais lorsque c'est des œdèmes qui ont duré longtemps, ils peuvent devenir rouges et douloureux. Ces signes, bien entendu, on vous a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que l'insuffisance cardiaque entraîne une diminution du débit sanguin rénal. La conséquence, ce sera une oligurie. Pourquoi? Parce que l'organisme va réagir en créant une rétention hydrosodée. C'est ça qui est à l'origine de tous ces œdèmes. Donc, les signes, bien entendu, en plus des signes, tous ces signes d'insuffisance cardiaque, on va trouver des signes en rapport avec l'étiologie sous-jacente. Donc, ainsi, vous pouvez avoir des signes en faveur d'une hypertension artérielle pulmonaire, des signes en faveur d'un rétrécissement tricuspidien, etc. Alors, l'électrocardiogramme n'est pas spécifique de l'insuffisance ventriculaire droite. Il peut montrer des signes d'hypertrophie auriculaire droite. On peut avoir des signes d'hypertrophie ventriculaire droite. Donc, comme on peut avoir uniquement une tachycardie sinusale.
Alors que l'insuffisance cardiaque globale, c'est l'association des signes d'insuffisance cardiaque gauche et d'insuffisance cardiaque droite. En général, il s'agit d'une évolution d'une insuffisance cardiaque gauche vers une insuffisance cardiaque droite, donc hypertension artérielle pulmonaire, surcharge gêne à l'éjection ventriculaire droite, dilatation du ventricule droit, dilatation de l'anneau, insuffisance tricuspide, et tout ça va s'auto-entretenir et s'auto-aggraver. Alors, c'est quoi les facteurs de décompensation? C'est très important. Lorsque vous recevez un patient, vous avez 3 choses. 1, vous posez le diagnostic d'insuffisance cardiaque. 2, vous cherchez les facteurs de décompensation. 3, vous cherchez l'étiologie sous-jacente. Pourquoi? C'est très important parce que si vous cherchez les facteurs de décompensation et que vous les corrigez, vous allez diminuer la probabilité de récidive ultérieure de l'insuffisance cardiaque. De même, si vous trouvez une étiologie qui est curable, vous allez carrément éviter la récidive de l'insuffisance cardiaque. Vous n'allez pas uniquement diminuer le risque de récidive. Donc ainsi, les facteurs de décompensation, c'est les écarts de régime, la survenue d'un trouble du rythme. En général, il s'agit d'un passage en fibrillation atriale, une poussée hypertensive, chez un malade hypertendu connu ou alors méconnu, une insuffisance mitrale aiguë, une rupture de cordage, une endocardite, etc. Donc, on va vous parler dans valvulopathie des étiologies du NIM aigu, des étiologies du NIAO aigu, et tout ça vont être à l'origine d'insuffisance cardiaque aiguë. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale avec oligoanurie, donc rétention hydrosodée, c'est ce qu'on appelle les OAP d'origine néphrogénique. On peut avoir une augmentation du débit cardiaque lors d'une fièvre, une anémie, une grossesse, une thyrotoxicose. On peut avoir une embolie pulmonaire qui va donner les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est le cœur pulmonaire aigu. Donc, au stade terminal, on peut se retrouver, quand le malade a longtemps évolué, a vécu longtemps avec une insuffisance cardiaque, et donc les mécanismes compensateurs sont complètement dépassés, qui sont devenus délétères. Donc, il va y avoir un bas débit avec hypotension sévère, insuffisance rénale, et ça va devenir une atteinte multiviscérale. Parce que même le foie cardiaque, lorsqu'il évolue longtemps, il peut évoluer vers une insuffisance hépatocellulaire, en plus l'insuffisance rénale. Alors, les facteurs de décompensation, je viens de vous les donner. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic? Alors, les facteurs de mauvais pronostic aussi, il faut les identifier, c'est très important. C'est un âge avancé. Dès l'existence de facteurs de morbidité, c'est évident qu'un malade qui a déjà une insuffisance rénale d'une autre étiologie, vous lui ajoutez une atteinte qui a une insuffisance cardiaque, donc la décompensation est beaucoup plus rapide. Et donc le malade aussi qui consulte a déjà avec une pression artérielle qui est basse, c'est un élément de mauvais pronostic, ça veut dire qu'il y a déjà un bas débit et on aura de grosses difficultés à le traiter dans ces cas-là parce qu'on va voir que la majorité des médicaments de l'insuffisance cardiaque, c'est des vasodilatateurs, des diurétiques, donc qui sont hypotenseurs, et si le malade a déjà une hypotension, ça va être très compliqué. Alors, le test à la marche, c'est quoi? C'est un élément de surveillance et d'évaluation de l'aggravation ou de l'amélioration de l'insuffisance cardiaque. En fait, c'est pour voir le nombre donc de la longueur faite par le patient en 6 minutes. Si elle se réduit avec le temps, ça veut dire qu'il est en train de s'aggraver. Ça veut dire, si elle s'améliore, ça veut dire qu'il est en train de s'améliorer. Un autre élément en faveur de mauvais pronostic, c'est une fraction d'éjection ventriculaire gauche effondrée. Ça veut dire qu'il y a une atteinte myocardique tellement sévère que c'est très compliqué de traiter ce genre de patient. Et puis, vous avez des éléments biologiques. L'existence d'une insuffisance rénale, c'est un élément de mauvais pronostic. Et un taux de NT-proBNP ou de BNP élevé aussi, c'est un élément de surveillance et de mauvais pronostic.
Alors, les principes du traitement. Comment on va traiter? En fait, vous allez voir qu'on va contrecarrer les mécanismes compensateurs. Donc, les mécanismes compensateurs, rappelez-vous, c'était quoi? C'était une augmentation de la rétention hydrosodée, qui va avoir comme conséquence des œdèmes, une augmentation de la vasoconstriction, donc qui va avoir une aggravation du travail cardiaque, donc une augmentation de la post-charge, une altération de la contractilité, et une fréquence cardiaque élevée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le contraire. Il faudra, 1, ralentir la fréquence cardiaque, 2, diminuer la post-charge et la pré-charge par des vasodilatateurs veineux, mixtes et artériels, et diminuer la rétention hydrosodée par des diurétiques et diminuer l'hyperactivité du système sympathique, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire ralentir la fréquence cardiaque par des bêta-bloquants. Donc, les grandes lignes du traitement, vous avez le traitement de la cause, d'abord le traitement du facteur de décompensation et de l'étiologie. C'est très important. Ça sert à rien de traiter un épisode d'insuffisance cardiaque et de laisser l'étiologie, les facteurs de décompensation toujours présents. Alors, il faut expliquer à votre patient les règles hygiéno-diététiques, les repas fractionnés, les régimes hyposodés. Il faut faire une éducation thérapeutique. C'est une pathologie chronique. Donc, un patient, s'il a très bien compris c'est quoi les facteurs de décompensation, c'est quoi les facteurs, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, ce sera un malade beaucoup plus compliant et vous aurez beaucoup moins de récidives. Et on va vous le dire au cours qu'à chaque récidive d'insuffisance cardiaque, quand on regarde la courbe de survie sur une courbe de Kaplan-Meier, à chaque récidive d'insuffisance cardiaque, cette dernière dégringole. Donc, il faut absolument éviter les récidives d'insuffisance cardiaque. Donc, en plus de la réadaptation, des règles hygiéno-diététiques, de l'éducation thérapeutique, il y a le traitement médicamenteux. Après, vous avez les traitements non médicamenteux, c'est la resynchronisation, le défibrillateur. Vous avez les dispositifs d'assistance ventriculaire gauche dans l'insuffisance cardiaque gauche et l'insuffisance cardiaque aiguë. Et puis, en dernier recours, vous avez la greffe cardiaque. Alors, traiter l'étiologie, évidemment, une valvulopathie, soit on fait une plastie, soit on fait un remplacement valvulaire. Une cardiopathie ischémique, il faut faire une angioplastie, un pontage, il faut revasculariser. L'HTA, il faut la traiter. Une cardiopathie congénitale, il faut la traiter. Une coarctation, il faut la dilater, mettre un stent. Une CIV, il faut l'opérer. Une CIA, il faut la fermer par dispositif ou la traiter. Donc, on va vous parler de tout ça dans les différents cours correspondants. Alors, les règles hygiéno-diététiques, c'est très important. Apprenez à vos patients à regarder les compositions de ce qu'ils mangent, surtout dans les repas usinés et les repas qu'on achète donc qui sont vendus dans des boîtes. Donc, c'est très important. Il faut regarder le sel caché, parce que le sel, c'est pas uniquement celui qu'on met dans l'alimentation, il y a le sel caché. Il y a le sel du pain, à titre d'exemple, la baguette algérienne, elle renferme 4 grammes de sel. Donc, vous imaginez la quantité, alors que nous, la quantité de sel qui est recommandée par l'OMS, c'est 5 à 6 grammes par 24 heures. Et dans toutes les études internationales, dans des différentes sociétés, on est à peu près à 12 grammes par jour. Donc, il faut faire très attention aux conserves, aux condiments, etc. Alors, toujours dans l'éducation thérapeutique, une façon, je vous ai dit tout à l'heure, les œdèmes constituent un signe de décompensation. C'est très important d'apprendre aux malades à faire des pesées parce qu'une prise brutale de poids, c'est pas de la graisse ni du muscle, c'est de l'eau. Donc, il faut augmenter les diurétiques. Une perte brutale de poids, c'est une déshydratation. Il faut diminuer les diurétiques. Donc, tout ça fait partie de l'éducation thérapeutique. Donc, il faut motiver le malade, il faut éviter toutes les erreurs thérapeutiques, alimentaires et thérapeutiques. Donc, il faut aussi une prise de son traitement de manière très assidue.
Alors, les diurétiques, c'est quoi le mécanisme d'action des diurétiques? Vous allez voir tout ça en détail dans le cours. On a 3 grandes classes de diurétiques. Les plus utilisées, donc à la phase aiguë, c'est les diurétiques injectables, c'est les diurétiques de Lens. Celui qui existe en Algérie, c'est le furosémide. Et vous avez les diurétiques, les épargneurs de potassium, les anti-aldostérones, donc pour le long cours. Et donc, vous allez voir, dans cette classe thérapeutique, on va vous parler des médicaments qui diminuent la mortalité et des médicaments qui diminuent uniquement la morbidité dans l'insuffisance cardiaque. Les diurétiques, les anti-aldostérones, c'est une des 3 classes qui diminuent la mortalité et la morbidité. C'est lesquelles ces 3 classes? C'est les ARA2-IEC, les diurétiques, les anti-aldostérones et les bêta-bloquants. Donc les diurétiques de Lens, ils sont très intéressants à la phase aiguë et même de façon à la phase chronique, mais c'est des médicaments plutôt, c'est un traitement plutôt symptomatique. Donc, c'est comme je viens de vous le dire, c'est un traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque congestive. C'est du furosémide. Il existe par voie intraveineuse, donc on a la possibilité de l'utiliser en urgence. Et il existe en comprimé. On a là aussi la possibilité de l'utiliser en ambulatoire. Pourquoi c'est toujours bien il faut l'associer à un IEC? Parce que rappelez-vous, le furosémide, c'est un médicament qui diminue qui est hypokaliémiant. Donc, quand on l'associe avec un IEC, il va y avoir un équilibre parce qu'il y a un épargneur potassique et un hypokaliémiant, et donc il va y avoir moins de risque d'hypokaliémie. Alors, les bloqueurs du système réninogène-aldostérone, c'est la 2e classe qui diminue la mortalité. Ici, on a 2 médicaments. On a les IEC, les Artans, les anti-angiotensine 2. Donc, on vous a déjà posté le cours vasodilatateur. On fera la visioconférence très rapidement. On va vous expliquer les mécanismes d'action et tout ce qui concerne les vasodilatateurs. Donc, et puis, les anti-aldostérones, rappelez-vous, le système réninogène-aldostérone, c'est enzyme de conversion, angiotensine 2 et aldostérone. Donc, si on inhibe l'enzyme de conversion par les IEC, on inhibe l'angiotensine 2 par les Artans et on inhibe l'aldostérone par le spironolactone et les apparentés. Alors, les mécanismes d'action des vasodilatateurs, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, tous ceux qui finissent par pril, c'est des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, pour le nom chimique évidemment. Et donc, leur efficacité est prouvée même dans l'augmentation de la survie, c'est-à-dire ça diminue la mortalité. Donc, les contre-indications, on va les voir dans le cours insuffisance cardiaque, mais je vous l'ai dit très brièvement ici. Les complications rares, mais en aigu, c'est l'angio-œdème. Après, ça devient une contre-indication absolue à la reprise de ce traitement. Une sténose bilatérale des artères rénales. Et puis, la complication la plus fréquente, c'est la toux. Donc, les Artans, les inhibiteurs de l'angiotensine 2, donc c'est tous ceux qui finissent par Zartan. Donc, le but ici, c'est inhiber l'angiotensine 2, donc diminuer la vasoconstriction, diminuer la post-charge et donc aider à l'éjection ventriculaire gauche, diminuer le travail cardiaque in fine. Les contre-indications, c'est à peu près la même chose que pour les IEC, donc la sténose bilatérale des artères rénales. Et il y a moins de toux et moins d'angio-œdème que par rapport qu'avec les IEC. Donc, les anti-aldostérones, celui qu'on a en Algérie, c'est la spironolactone, l'aldactone. Et donc, c'est un médicament aussi qui baisse la mortalité, je viens de vous le dire. Il est contre-indiqué formellement dans l'insuffisance rénale. Il faut faire très attention lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml par minute. Il est contre-indiqué dans l'hyperkaliémie sévère, dans l'hyperkaliémie. Et de toutes les façons, à chaque fois que vous mettez un malade sous spironolactone, il faut contrôler régulièrement sa kaliémie. Et donc, c'est un médicament qu'on va donner donc en 3e ligne dans l'insuffisance cardiaque, on va vous montrer après. Les bêta-bloquants. Donc, les bêta-bloquants, on a dit que comme mécanisme compensateur, vous avez une stimulation du système sympathique qui est très importante, qui va devenir néfaste. Donc,
les bêta-bloquants, il y en a 3 qui ont l'AMM, c'est le bisoprolol, le métoprolol et le carvedilol. C'est des médicaments qui aussi, c'est la 3e classe, qui contribuent à la diminution de la mortalité de l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, ils ont été longtemps contre-indiqués, mais maintenant c'est devenu une indication obligatoire. Donc, la carvedilol, j'ai oublié le nebivolol. Donc, vous avez le carvedilol, le bisoprolol, le métoprolol et le nebivolol. Donc, qui diminuent la morbidité et la mortalité, donc qui en diminuant la fréquence cardiaque et l'hyperstimulation sympathique, donc la rythmogénicité de cette hyperstimulation sympathique. Les digitaliques, en fait, c'est des médicaments inotropes positifs et qui diminuent la fréquence cardiaque en agissant sur le nœud AV et le nœud auriculoventriculaire par une diminution de la stimulation du vague. En fait, dans l'insuffisance cardiaque, il leur reste une seule indication, c'est le malade en fibrillation atriale et qui a une insuffisance cardiaque pour diminuer la fréquence cardiaque, donc chez le patient en insuffisance pardon. Alors, les digitaliques, l'indication, je viens de vous le dire, c'est uniquement chez le patient qui est en fibrillation atriale et en insuffisance cardiaque, sinon il n'y a pas d'indication. Il faut surtout faire très attention aux contre-indications, les troubles conductifs, une dyscalémie, une insuffisance rénale, un rétrécissement aortique, une tachycardie ventriculaire, donc des extrasystoles ventriculaires. Il faut faire très attention dans ce cas-là. C'est pour ça qu'en fait, ils ont tellement de contre-indications que leur indication est devenue très restreinte. Il y a un risque de surdosage très important et très rapidement. La resynchronisation, en fait, c'est la mise en place d'un stimulateur triple chambre pour resynchroniser le ventricule. L'indication, c'est chez les malades qui ont un bloc de branche gauche ou surtout un bloc de branche gauche très large, donc pour remettre le ventricule pour qu'il se contracte selon la loi de Laplace pour qu'il n'y ait plus de désynchronisation ventriculaire. Alors, pour finir, je vous propose ici un algorithme de prise en charge de malades d'insuffisance cardiaque à effet bas, c'est-à-dire atteinte de la contractilité. Donc, chez le malade en insuffisance cardiaque à effet basse, les verts, c'est des médicaments de classe 1, les jaunes, c'est des médicaments de classe 2. Donc, lorsque le malade est symptomatique, c'est-à-dire qu'il a des signes d'insuffisance cardiaque, vous commencez le traitement par, bien sûr, on commence toujours par les diurétiques de Lens. Donc, on diminue la congestion. Une fois qu'on a diminué la congestion, on va introduire de manière très progressive, en respectant la titration, un IEC ou un ARA2 si le malade fait une toux sous IEC, puis un bêta-bloquant très lentement. Donc, il faut faire une introduction très progressive. Rappelez-vous que chez ces malades-là, il y a souvent une hypotension. Donc, il faut introduire très lentement les médicaments. Donc, j'ai dit un diurétique pour diminuer la congestion, un IEC ou un ARA2, pas c'est un ou un ARA2, on ne les associe pas. Puis, on va donner un bêta-bloquant, celui qui a l'AMM dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, si le malade répond à ce traitement très correctement, c'est bien. Sinon, on va ajouter, si le malade est en rythme sinusal et que sa fréquence cardiaque est toujours élevée, on va rajouter de l'ivabradine pour le ralentir de manière très efficace. Et si le malade a un QRS qui est très large, on va faire une resynchronisation, c'est-à-dire un traitement non médicamenteux. Et donc, si les symptômes résistent, on peut envisager d'ajouter de la digoxine. Vous allez voir, la digoxine est vraiment très loin dans l'algorithme. Elle est juste avant la transplantation cardiaque. Et donc après, si le malade a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut le surveiller avec son poids. Si le poids diminue, la congestion diminue, il faut diminuer les diurétiques et optimiser les autres traitements pour atteindre les doses recommandées. Et je vous remercie et à bientôt.